Voilà, il est 9h35, on a quelques instants de retard. Je vous propose de démarrer. Bonjour à tous, je suis Bertrand Massé, je suis conseiller environnement à l'ADCF, en charge des sujets déchets, économie circulaire, mobilité notamment. Aujourd'hui, on vous accueille pour un webinaire d'1h30 jusqu'à 11h avec l'objectif de vous présenter le livre blanc consacré à la performance des services publics locaux que la DCF a souhaité élaborer en partenariat avec le cabinet de conseil Espelia et avec la fédération ISPIC, des services publics industriels et commerciaux. Je vous présenterai les quelques participants que vous avez à l'écran en principe. Ce livre blanc, il est issu d'un travail d'1 année avec les 3 partenaires. Je réalise que si vous ne m'entendez pas, vous pouvez lever la main. Je pense que tout le monde commence à avoir l'habitude des webinaires Zoom. Vous avez la possibilité, d'une part, d'envoyer un message sur le chat, c'est en bas de votre écran. Vous pouvez également poser des questions-réponses, c'est toujours dans la barre en bas, Q&R. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va communiquer. Vous réagissez déjà en disant qu'on ne m'entend pas très bien. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. Je disais donc, n'hésitez pas à lever la main, à envoyer vos messages. Le webinaire va se passer de la façon suivante. Je vais présenter très brièvement la démarche qui nous a mené à ce livre blanc. Je passerai ensuite la parole à mon collègue Nicolas Crinquant pour présenter les quelques grandes lignes de ce livre blanc. Et puis ensuite, on aura un débat qui va se dérouler autour de 2 thèmes, la performance d'un point de vue un peu plus théorique, en tout cas les fondamentaux de la performance dans les services publics. Et puis, dans une deuxième partie, on essaiera de regarder un petit peu dans le viseur la performance au défi de la transition écologique, la performance au défi aussi, pourquoi pas, de la crise sanitaire qui nous entoure. Dans les 2 cas, évidemment, vous serez invité autant que vous le souhaiterez dans la fin de chaque séquence à réagir, à poser vos questions aux intervenants. Voilà, je vous propose de démarrer maintenant. Je vais partager mon écran. Je vous disais, la démarche qui nous a conduit à ce livre blanc, c'est la réflexion déjà en 2019, donc avant même la crise sanitaire, réflexion sur de nouveaux enjeux qui entourent les services publics, des habitants qui sont sans doute plus exigeants, en tout cas nouvellement exigeants sur les services qui les attendent des collectivités, des attentes qui tendent à s'accumuler avec le temps. Je ne pense pas qu'elles se remplacent, elles se multiplient. Dans le même temps, on assiste, vous êtes pour certains en première loge, à une montée en puissance des intercommunalités dans les compétences qui leur sont attribuées au fil des années, notamment avec les nôtres qui vont parachever le transfert de compétences. Et les intercommunalités sont en première ligne sur les services publics de l'eau, des déchets, de la mobilité. Elles commencent également à se saisir de compétences type cantine scolaire. Donc, on est sur des collectivités qui ont un lien de plus en plus fort avec le public et donc qui doivent répondre à leurs attentes nouvelles. Je vous l'ai indiqué, ces réflexions, on les a partagées à 3 et on s'est dit que nos 3 profils, nos 3 expériences pouvaient se nourrir entre l'association de collectivités, le cabinet de conseil auprès des collectivités et la fédération qui regroupe les industriels, les opérateurs qui participent aux côtés des collectivités à rendre ces services. Ce livre blanc que vous allez découvrir, parce qu'il est en ligne aujourd'hui, est complété par un site internet qui, lui, a une vocation peut-être plus pratico-pratique. Il comprend davantage de retours d'expérience, des documents ressources qui auront vocation à vous aider dans les démarches de performance que vous souhaiteriez développer de manière plus thématique. C'est un site qui vous oriente davantage sur la politique des déchets, la politique de l'eau, etc. On y reviendra à la toute fin avec une petite navigation dans la découverte de ce site avec ma collègue de l'INSPIC.
Les objectifs du webinaire seront, je vous l'ai dit, de présenter dans un premier temps les grandes lignes, puis d'échanger avec vous et à l'occasion de commencer aussi à nourrir ce site parce que ce site a vocation à être nourri avec vos retours d'expérience. Donc, ceux qu'on recueillera aujourd'hui pourront s'ajouter à ceux qui figurent déjà sur le site. Les intervenants, j'y viens, 3 personnes. Virginie Carolo, vice-présidente à la DCF en charge des sujets environnement, présidente de la communauté d'agglomération COSEN, et elle représentera aujourd'hui la parole, on va dire, plus des collectivités publiques. Nicolas Crinquant pour Espelia, le cabinet de conseil qui apporte ses multiples expériences, notamment sur l'eau, je pense, et un peu les déchets aussi. Et puis Olivier Grimbert, président de l'UNSPIC, qui livrera donc la partie le témoignage des opérateurs. Je vais maintenant laisser la parole à Nicolas Crinquant pour l'Espelia, pour la présentation des grandes lignes de ce guide. Merci Bertrand, j'espère que vous m'entendez bien tous. Bonjour, très heureux de pouvoir partager les résultats de ces travaux conduits avec la DCF et l'UNSPIC. Donc, ma prise de parole va d'abord effectivement être plutôt focalisée sur la structure du livre blanc. Peut-être vous rappeler un peu, je dirais, ce qui nous a animés au départ, à savoir que ce sujet de la performance, c'est un peu un serpent de mer. On a l'impression qu'on y est toujours, mais on n'y est jamais tout à fait parvenu. Donc, l'idée était de donner un peu un pas à pas à travers ce livre blanc qui permette à n'importe quelle collectivité ou opérateur qui souhaite avoir une action plus affirmée sur ce terrain-là, qui puisse retrouver quelques axes un peu structurants dans sa réflexion. Encore une fois, il n'y a pas d'universalité dans le sujet, chacun doit le décliner un peu à sa sauce, si je puis dire. Mais en tout cas, voilà, le livre, à mon avis, donne quelques clés intéressantes pour organiser, planifier cette performance et puis la mettre au service du projet politique. Alors, les grands objectifs du livre étaient de rappeler un peu quelques concepts clés de la performance. Ça fait jamais de mal de se rappeler de quoi on parle exactement. Expliquer en quoi la performance est un sujet qui est complexe parce qu'il est protéiforme, multithématique, en évolution permanente. On peut sans arrêt redéfinir ce que l'on entend par performance et en fonction de l'utilisateur qui est au bout de la chaîne de valeur, pas forcément tous la même appropriation du sujet. Pour nous, la performance est une clé pour une incarnation assez concrète du projet de territoire. Je pense que Virginie Carolo en parlera peut-être mieux encore que moi avec le vécu d'élus local. Mais il est important de toujours donner du sens à cette performance, de la performance pour la performance, et pas uniquement d'ailleurs pour que l'angle financier soit validé. Encore une fois, c'est bien plus complexe que ça. Donc cette utilité, cette mise au service de l'intérêt général, elle a un peu présidé toute la rédaction de ce livre blanc, qui se structure en 4 chapitres, hein, avec un premier chapitre qui reprécise un peu le concept de performance, qui insiste bien sur le fait que quand on parle performance, on ne parle pas uniquement de performance financière, mais que les sujets sociaux, environnementaux, par exemple, vont rentrer en ligne de compte pour apprécier la performance d'un service public qui sera rendu à la population. Et donc, comme je le précisais en propos introductif, l'importance de rattacher le projet politique à tout ça, c'est-à-dire le projet politique est finalement le socle qui va structurer toute la déclinaison ultérieure de la performance dans les différents services publics, les interventions publiques de la collectivité. Alors, les conditions sont abordées de cette démarche de performance dans le chapitre 2, et notamment tous les volets relatifs à la gouvernance, c'est-à-dire comment on répartit les missions entre l'autorité organisatrice d'un service et ses opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. De quelle manière on structure ces objectifs. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne peut pas embrasser tous les objectifs de performance. À un moment donné, il faut faire des choix, savoir pourquoi on met certains objectifs de performance avant d'autres, et déjà une façon d'être très clair sur ses attentes vis-à-vis des tiers. Et sur toutes les conditions de transparence qu'elles concernent les coûts ou les conditions d'exécution du service. Voilà, tous ces items sont un peu pris en compte
au fur et à mesure de ce chapitre 2. Le chapitre 3 va être plus porté sur les outils qui sont à disposition, que ce soit les référentiels de benchmark. J'ai un petit retour de son, je ne sais pas d'où il vient. Soit chez Virginie, soit chez Olivier. Donc les outils de la performance avec voilà, un focus qui est fait sur tous les objets type convention ou partenariats nouveaux qui peuvent être construits entre collectivités, opérateurs publics, privés, la façon d'associer les tiers, notamment le secteur associatif ou les représentants de la société civile qui sont de plus en plus influenceurs et ont une parole à porter dans la construction des politiques publiques. Ce qui nous amène aussi vers le dernier chapitre qui justement fait le focus sur ces nouvelles formes de partenariat, ces nouveaux modèles économiques que l'on essaye de trouver pour construire la performance des services d'aujourd'hui et de demain. Voilà, donc quelques messages clés sur la slide suivante. Je ne sais pas si tu plies la main ou si c'est toi, Bertrand. Je vais essayer effectivement de passer à la slide suivante. Voilà. Insoutenable, c'est bon. Donc quelques messages clés sur chaque chapitre. Hein. Le chapitre 1, donc, qui, pour rappel, portait sur le concept de la performance. Et c'est bien de dire que la performance n'est pas réellement une option, mais vraiment une nécessité. Que ça impose certaines clartés dans la stratégie, la façon dont on se projette dans le temps, ce que j'évoquais tout à l'heure, de bien formaliser les arbitrages qui sont ceux de la collectivité, en disant que certaines choses vont être prioritaires sur le futur mandat, d'autres ne sont peut-être pas traitées de façon immédiate. Arriver à trouver et à placer le curseur dans un juste milieu entre des objectifs stratégiques et opérationnels. Le livre blanc, vous verrez, est assez ancré dans de l'illustration permanente pour arriver à se raccrocher, non pas seulement à un discours un peu théorique, mais bien de transcrire ça dans des faits et dans des retours d'expérience. Et c'est aussi une opportunité pour atteindre des objectifs de qualité, de sécurité de service, d'efficacité sociale, économique, environnementale au niveau local, qui sont des demandes récurrentes et quasiment permanentes aujourd'hui dans la bouche des populations. Le chapitre 2 donne voilà, un peu toutes les conditions, notamment la nécessité de bien connaître les besoins. Donc, quelque part, le passage par une certaine phase d'introspection, on va regarder avec lucidité les forces et les faiblesses du territoire, être capable de hiérarchiser, d'avoir une grille de lecture aussi qui soit peut-être très ancrée aujourd'hui sur les sujets de transition numérique ou écologique. Disposer d'une gouvernance qui soit claire, j'en parlais tout à l'heure, avec une bonne séparation des tâches entre celui qui va être ordonnateur et celui qui va exécuter le service. Et puis ce sujet de la transparence sur les conditions qui également n'est pas une option et qui doit se faire à travers le suivi des coûts du service qui vont permettre d'apprécier justement le rapport coût-bénéfice dans les politiques publiques que l'on met en œuvre avec de la mesure via de la donnée qui doit être, si possible, la plus ouverte possible et accessible à toutes les populations. Les outils, on a dans ce chapitre 3 quelques classiques, je dirais, qui sont remis à l'ordre du jour. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça paraîtra très, très évident, mais force est de constater que ce n'est pas le cas partout. La nouvelle pratique de sourçage, qui peut-être pas une pratique très habituelle et très naturelle, notamment chez les collectivités, mais qui permet d'avoir un dialogue, des échanges avec notamment des opérateurs pour comprendre ce que le marché est capable d'offrir à un moment donné et de construire derrière la demande de la collectivité, non pas en fonction, mais en étant conscient de ce qu'il est possible de faire concrètement aujourd'hui sur le terrain. La question du benchmark, hein, aujourd'hui, on a constaté qu'il n'y avait pas systématiquement de référentiels nationaux dans lesquels se reporter pour qu'une collectivité puisse apprécier son positionnement relativement à d'autres acteurs. Et puis, donc là, on est plutôt sur les phases amont hein, de ces outils. Et puis en aval,
des choses, je dirais, qui sont un petit peu plus classiques et connues, les revues périodiques, les évaluations, les audits, afin de bien mesurer, d'être capable de valider que l'on a atteint ou pas les objectifs et éventuellement de corriger la trajectoire si ce n'était pas le cas. Alors, on fait forcément un focus sur le sujet des indicateurs, qui est un sujet très souvent rattaché à l'item de la performance. Le livre, je dirais, peut aussi casser quelques images un peu préconçues sur le sujet en disant que tout ne se mesure pas, tout n'est pas indicateur, et l'indicateur n'est pas une fin en soi. Donc il faut, autant que faire se peut, utiliser intelligemment ces indicateurs pour leur donner du sens et pas seulement suivre des indicateurs pour les suivre et dire qu'on a atteint la cible. Il ne faut jamais oublier pourquoi on s'est fixé ces objectifs-là à l'initiaux. Voilà, et puis on termine sur la construction partenariale. Aujourd'hui, la recomposition de la chaîne de valeur, l'entrée de nouveaux acteurs sur la réalisation des services publics locaux fait que la réalisation d'un service public local n'est plus une relation entre un ordonnateur, la collectivité, et un exécutant qui va être un opérateur privé. Il y a nécessité d'associer, comme je le disais tout à l'heure, des tiers, les populations sur différentes formes de groupements pour l'expression, la validation et l'évaluation des politiques publiques locales. Et on en reparlera tout à l'heure, une nécessité de réactivité, d'agilité et de facilité dans ce que l'on construit pour les populations, de façon à ce qu'ils puissent s'y retrouver par rapport à l'euro qu'ils investissent. Voilà pour la structuration du livre blanc. Et encore une fois, on n'a pas vocation à être exhaustif sur tous les sujets, mais donne à notre sens les clés de compréhension sur une bonne démarche. Merci Nicolas. On va poursuivre. Nicolas, je pense que quand je te redonnerai la main tout à l'heure pour discuter, je crois que si tu peux parler un peu plus fort, j'ai eu un ou deux messages en ce sens. Avant donc d'ouvrir la discussion entre vous trois, une petite slide à votre écran pour rappeler que ce livre blanc, il s'est nourri aussi d'une enquête qui a été conduite formellement par la DCF, mais qui a été formulée par les trois partenaires en direction des 1200 intercommunalités. Donc, quelques-uns d'entre vous sont devant votre écran et ont peut-être répondu à cette enquête. On va y revenir parce qu'il y a deux, trois résultats sur lesquels on voudrait faire réagir les intervenants et vous ensuite. Mais je voulais aussi ouvrir la discussion avec ces 4 chiffres que vous avez à l'écran, qui viennent un peu perturber, un petit peu bouleverser les idées qu'on pourrait avoir sur la performance des services publics. Avec un chiffre, vous verrez tout à l'heure, les répondants ont globalement entendu pleinement le concept de performance et souhaitent s'y impliquer. On a quand même 40% des répondants qui estiment que leur collectivité a une culture encore insuffisante, ou en tout cas peu concrète de la performance. Deuxième chiffre qu'on souhaitait mettre en avant, c'est les sujets sur lesquels vous voyez possible le travail sur la performance, et de manière très distincte ressort le sujet des déchets. Vous voyez que le sujet de l'eau vient ensuite, mais déjà seulement une dizaine de points en arrière, et puis en troisième, très loin, le sujet des transports. Donc, vous devinez ensuite que les autres services publics n'ont pas été perçus comme des terrains de jeu prioritaires pour le sujet de la performance. Ce sera intéressant d'entendre Nicolas Craquant, Olivier Grimbert et Virginie Carlo sur le sujet, et puis ensuite vous aussi sur ce chiffre-là. Un point qu'on avait pressenti en lançant le travail et qui s'est confirmé avec l'enquête, c'est que très peu d'entre vous voient la performance, en tout cas la performance des services publics, comme un enjeu, une dimension financière avant tout. C'est présent bien sûr, mais pas du tout de manière prioritaire. Et puis, élément rassurant, en tout cas, on l'a vu comme une bonne chose, une confirmation du travail qu'on avait lancé pour montrer la complexité de la performance des services publics. 0%, vous voulez faire ressortir ce 0%, aucun d'entre vous, aucun des répondants, n'a perçu la performance comme une contrainte, une contradiction, une difficulté particulière. Un défi, oui, mais certainement pas une contrainte. Voilà pour les quelques éléments pour peut-être lancer un peu la discussion. Cette discussion, je vous le disais, elle va se dérouler en 2 thèmes. D'une part, la performance
du point de vue des fondamentaux, aussi bien les outils que les définitions, les concepts à poser au départ, et puis la performance ensuite, dans un deuxième temps, de manière plus prospective, au défi du temps. Alors, thème 1, qu'est-ce que la performance? Comment la mettre en œuvre opérationnellement? On a distingué un petit peu de manière formelle 3 questions. On va essayer d'y répondre successivement, en tout cas d'y réagir successivement. À quelle notion renvoie la performance? Comment décliner la vision politique en mise en œuvre opérationnelle et quels sont néanmoins les freins qui sont à identifier, à lever éventuellement? Voilà les 3 questions. Je vous propose de les prendre une après les autres et puis si les échanges sont tellement nourris qu'on y répond ensemble, ben, c'est pas grave, on passera au thème 2 ensuite. Pour essayer de réagir à la première question, ce résultat issu de l'enquête de l'année dernière, donc auprès des 167 intercommunalités répondantes, à quelle thématique vous renvoie en premier lieu la notion de performance? Et là, ce qui ressort très nettement, presque 70%, c'est la notion de qualité de service rendu, l'optimisation des ressources financières ne venant que pour un quart des répondants. Voilà, je ne sais pas qui, autour de la table, entre Nicolas, Olivier Grimbert et Virginie Carolo veut réagir. Peut-être qu'on va laisser Nicolas se reposer un peu après sa présentation. Est-ce que Virginie, vous voulez prendre la parole? Oui, vous m'entendez ou pas? On vous entend. Parce que c'est la grande question. Sommes-nous performants au niveau du son? Je l'espère. Sachant que ce n'est pas la finalité, le son, la finalité, c'est de faire passer des messages. Ben, c'est un peu le principe de la performance des services publics aussi. Vous me dites, hein, si certains ne m'entendent pas, je regarde la petite boîte sur le côté et puis Bertrand me fera des signes. Je crois que ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'il ne faut pas galvauder ce mot. Bon, la performance, c'est aussi du bon sens. Il faut revenir aussi à ce concept-là. Ce n'est vraiment pas un objectif dans nos collectivités, c'est un outil. Ce n'est pas une finalité, c'est quand même d'arriver à des politiques publiques acceptées par tous. Et la performance, c'est un nouvel outil Merci, Monsieur Pilar. Son OK, j'ai vu. Et c'est un outil au service de nos politiques publiques. Pour moi, c'est une amélioration continue. La performance, c'est pareil, c'est pas un temps donné, on ne s'arrête pas. On peut la remettre en question en permanence. Et je crois qu'on est en début de mandat, tous dans nos collectivités, et il faut s'appuyer aussi pour cette performance, on le verra tout à l'heure, un diagnostic partagé. Ça me paraît essentiel pour pouvoir avancer ensemble. Je crois que de là découle qu'on soit expérimenté ou nouvel élu, la performance, c'est un sujet dont tout le monde doit se saisir. Derrière, même si on n'a pas d'ingénierie, il faut absolument avoir en tête que cette performance, elle est accessible à tous. On peut tous avoir une vision de nos politiques publiques, quelle que soit la taille de nos collectivités. C'est juste une remise en question, c'est juste un rapport d'étonnement. Et c'est pouvoir anticiper ce que nos décisions entraînent sur nos politiques publiques à terme. Et je pense aussi qu'il ne faut pas, en début de mandat, se dire ce que j'ai mis en place là va durer tout le mandat. Il faut savoir aussi évoluer, savoir s'adapter, et ça vient en lien. Donc, si je peux résumer sur cette notion de performance, c'est un outil surtout, ne jamais considérer que c'est une finalité. Deuxièmement, comme c'est du bon sens et que ça découle d'un rapport d'étonnement, c'est aussi bien pour des élus en début de mandat qui pourraient rentrer dans les collectivités seulement et ceux qui sont expérimentés. Et ce n'est pas seulement destiné aux collectivités qui ont une grosse ingénierie. Ça, je trouve que c'est vraiment essentiel. Et puis, elle doit être toujours évolutive, ne jamais considérer la performance ou les décisions que vous avez sur une collectivité comme définitives. Je vous donne un exemple rapide. Vous dites depuis tout à l'heure que ce n'est pas forcément les finances qui vont guider la performance du service public. Je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque souvent, c'est le facteur déclencheur quand même. À un moment donné, tous les matins, on se pose la question, comment je vais faire pour que mon service soit rendu avec la meilleure qualité possible, mais quand même avec la meilleure efficience. Et c'est le point de départ. Ça n'est pas la finalité, je l'entends bien, mais c'est quand même le point de départ. Je prends l'exemple des ordures ménagères assez rapidement, on pourra y revenir après. Nous, on se retrouve avec un prix à la tonne sur une incinération qui est satisfaisant, mais qui va certainement augmenter avec le temps. Il va augmenter pourquoi? Parce qu'il y a d'autres modes d'élimination des ordures ménagères qu'on va devoir appliquer, méthanisation ou autre, et qu'il y a aussi la fermeture des centres d'enfouissement technique au fur et à mesure. Vous prenez toutes ces données-là et vous vous projetez dans le temps pour que votre service
soit encore à un coût raisonnable, qu'il soit efficace pour l'environnement, mais qui pallie aussi la fermeture des centres d'enfouissement technique. Et là, vous gérez une notion de performance. Vous n'êtes pas seulement sur je vais optimiser mon four pour brûler les ordures ménagères que j'ai aujourd'hui, mais je vais optimiser mon four pour que demain, je puisse brûler aussi des déchets à haut pouvoir calorifique, puisque les centres d'enfouissement technique risquent de fermer. Et qu'est-ce que je fais de ce four-là qui va avoir une telle puissance que je vais pouvoir produire plus d'électricité? Ça, c'est la performance. C'est pas seulement s'arrêter à la notion de finance, même si derrière, vous voyez bien le système. C'est de dire que mes ordures ménagères ne sont plus un coût de service public, mais une ressource financière, puisque je crée de la vapeur ou de l'électricité, que je revends sur un réseau de chauffage urbain, ou je revends l'électricité sur le réseau EDF, etc. C'est cette notion-là. Donc, vous devez avoir une bonne connaissance du contexte, vous devez avoir une projection sur l'avenir et vous devez vous poser des questions de bon sens. Derrière tout ça, il y aura un intérêt financier, mais je pense quand même que ça peut être un facteur déclencheur. Je vous parlerai après, je vais peut-être laisser Olivier évoquer ce qu'il pense, lui, du concept de performance, et puis je vous dirai 2 mots sur la mise en œuvre opérationnelle, parce que c'est quand même ça l'essentiel. Merci. Juste pour réagir par rapport à ça, effectivement, on reviendra dans un instant sur la performance vue sur le plan opérationnel. Sur la définition, je prolongerai juste ce que vient de dire Virginie, pas du tout en décalage, mais juste en ajoutant quelques points. La définition, elle n'est plus uniquement économique et financière. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux. On est en train de passer de l'efficacité économique à l'efficience globale. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche qu'on a conduite ensemble, c'est que la performance aujourd'hui, elle est multicritère, elle est 360 degrés. Et donc, on a pour objectif de répondre aux différents types de critères. Alors, ils sont pondérés différemment selon les services, selon les tailles de collectivité, selon les problématiques. Mais en fait, maintenant, ce qui a changé, c'est qu'on n'a plus une majorité uniquement économique et financière. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est qu'en fait, on recherche, ce que vous avez très bien dit il y a un instant, c'est le meilleur service par rapport à des priorités politiques, vous appelez le contexte, et au meilleur coût. On ne cherche pas toujours le meilleur service, mais on cherche ce rapport entre les priorités politiques et la qualité de service. Le troisième point que je voulais souligner, c'est une démarche de progrès, c'est une dynamique. On n'est pas sur une photo. Vous parlez d'une nouvelle génération d'élus, ça peut être aussi un nouveau service, ça peut être une nouvelle étape du service. Il y a une dynamique qu'il faut créer, une dynamique de progrès. Et donc, pour boucler ça, il y a besoin d'arbitrage, parce que les arbitrages, c'est le choix de la pondération des critères et c'est le choix de la façon dont y répondre. Donc finalement, la performance, en définition simplifiée, c'est le service qui répond le mieux aux objectifs politiques et au meilleur coût. C'est donc pas forcément le moins cher, c'est pas forcément le meilleur service, c'est le choix politique qui décide d'arbitrer entre les deux. Donc on passe à une notion d'efficience globale multicritère. Voilà ma vision de la définition de la nouvelle approche plus globale et plus intéressante, plus charnue, plus polyvalente de la performance. Nicolas, un mot ou tu veux passer à la question suivante? Je peux juste dire un mot, mais qui est une façon de boucler. J'ai changé de micro, j'espère que vous m'entendez un peu mieux que précédemment. Sinon, on t'entend bien, mieux. Je ne peux pas faire mieux, désolé. Ce sera le socle de ma performance à moi. Non, juste pour dire, en complément de ce que Virginie et Olivier ont dit, auquel je souscris complètement, je pense qu'il faut objecter que la performance dans la définition de base, ça va être la capacité à faire converger la satisfaction de celui qui organise et délivre le service public, la collectivité, opérateur public, privé, et de ceux qui l'utilisent, vivent le service public et le financent. Donc, quelque part, cette notion aussi, qui vient en complément de tout ce qui a été dit auparavant, de la satisfaction de l'usager, de la perception en bout de chaîne, même si la perception n'est pas toujours un signal très, très fort. Sur le déchet, c'est un signal assez fort et la perception, elle est assez directe. Sur un service comme l'eau, la perception en dehors de la facture d'eau, je dirais que tant qu'il y a de l'eau qui coule au robinet, il y a peu de perception sur le service public rendu en tant que tel. Donc, toujours garder en tête que cette expérience usagée, elle doit aussi être prise en compte à un moment donné dans ce que Virginie évoquait tout à l'heure, de réajustement aussi au fil de l'eau, de ce qui peut être fixé comme objectif de performance. Merci. À vous trois, on passe à la deuxième sous-question.
toujours issu de l'enquête. Selon vous, quelle est la méthode la plus efficace pour obtenir la performance dans les services publics? Et là, vous voyez encore que les réponses sont quand même assez tranchées, avec l'accent qui est fortement mis sur la cohérence entre les objectifs qui vont être définis et la stratégie politique qui a été posée au départ. Et puis, dans un deuxième aspect, un rang secondaire, apparaît l'enjeu du désilotage des politiques publiques, des services internes. Je crois que c'est deux sujets sur lesquels Virginie proposait de revenir, c'est ça? Oui, oui. Ben, je ne vais pas compléter ce que vous dites là, mais en tout cas, je vais vous donner une petite méthode que nous, on utilise. En début de mandat comme ça, la première chose que l'on travaille entre élus locaux, dans les 2-3 mois là, à venir, nous on le vote, c'est ce qui a été annoncé par la loi démocratie et proximité, c'est-à-dire le pacte de gouvernance. C'est comment on travaille ensemble. La première chose, je pense qu'avant même de parler de projet de mandat ou de pacte financier, c'est de savoir comment les communes et les intercos partagent les objectifs. Je vous rappelle qu'on ne fait pas forcément de campagne quand on devient président d'intercommunalité ou qu'on est fléché conseiller communautaire et qu'il faut peut-être reprendre à la base, avant de définir la performance, ce que l'on a envie de faire ensemble et comment. Le pacte de gouvernance chez nous, il donne la qualité des échanges entre les élus locaux, l'intercommunalité et les citoyens, ce qui est une bonne base de départ pour construire la performance derrière. Et j'ai la question de M. Mailleux qui dit comment convaincre, comment partager avec les citoyens. Eh bien, nous, on l'a défini, on est en train de le définir en tout début de mandat, c'est qu'à chaque fois qu'on parle politique publique, comment on revient vers les citoyens, en fonction des sujets, comment on organise la transparence, comment on organise l'expérimentation. Ça veut dire aussi que, en termes de politique publique, si un dispositif a été mis en place et qu'il n'est pas performant, il faut savoir l'arrêter. Et ça, on le cale entre élus dès le départ en disant ce sont les règles du jeu entre nous. C'est ce que nous, on a appelé le pacte de gouvernance. Derrière ce pacte de gouvernance, on va très rapidement arriver sur le domaine financier à travers le pacte financier et le projet de territoire. Et là, on rentre dans les politiques publiques et on définit pour chaque politique publique quels sont nos objectifs. Et là, je rejoins Olivier et on va arbitrer, on va donner un ordre de priorisation, ce qu'on n'avait peut-être pas il y a quelques années. Je pense que c'est un travail et c'est une démarche pour laquelle on n'a pas le choix. Et pour la mise en œuvre opérationnelle, et je rejoins complètement désilotage, cohérence des objectifs, c'est qu'il faut mener très rapidement un projet d'administration. Vous devez vérifier en tant qu'élu que votre organisation, elle est parfaitement adaptée aux objectifs que vous avez fixés politiquement. Est-ce que j'ai mis les bonnes personnes au bon endroit? Est-ce que j'ai investi suffisamment dans les services que je veux voir performants sur le prochain mandat? Je pense que c'est la base de départ. La mise en œuvre opérationnelle, elle passe par ces 3 étapes. Un pacte de gouvernance, c'est comment on travaille ensemble. Un projet de mandat avec le pacte financier, c'est pour quelle politique publique. Et derrière, un projet d'administration, c'est comment mon service public va pouvoir rendre concret ses objectifs. Ces 3 étapes-là, il faut les boucler d'ici juin 2021 pour avoir une feuille de route avec des indicateurs clairs, transparents, avec une phase d'expérimentation. Et l'expérimentation, c'est extrêmement intéressant pour désiloter. Parce que l'expérimentation, vous prenez comme en management par projet, des personnes convaincues, des personnes issues de plusieurs services, vous montez un projet et vous vous rendez compte en disant si dans 6 mois ou 1 an, selon la politique publique, ça ne fonctionne pas, j'arrête. Et en fil d'eau, vous vous appuyez sur les outils officiels, le conseil de développement, la commission consultative des services publics, mais aussi le regard direct avec les citoyens pour voir comment eux vivent votre politique publique, comment ils traduisent la performance et comment les résultats atteints sont perçus aussi. Ça me paraît essentiel. Il y a un fil d'eau là-dessus. Je pense que c'est une nouvelle façon quand même de gérer les collectivités puisque ça renvoie à un objectif de résultat et pas de moyens. Ça paraît bateau de dire ça, mais je peux vous assurer que ce n'est pas encore dans toutes les collectivités. Donc, pour moi, opérationnellement parlant, vous devez mener ce travail élu, commune d'abord, interco. Après, comment l'interco se construit derrière, comment dialoguer avec les citoyens. Vous devez le faire dans les 1 an pour pouvoir lancer des projets de politique publique avec des indicateurs clairs.
on revient en arrière si ça marche pas, on duplique si ça fonctionne et on partage avec les autres collectivités autour. C'est aussi comme ça qu'on arrivera à un niveau de performance, c'est quand on partagera, et l'ADCF ou l'UNPIC nous aide là-dessus pour pouvoir partager les bonnes pratiques et puis faire en sorte qu'on fige ces performances de politique publique parce qu'on rend à peu près le même service partout sur les territoires. Je reviendrai sur les freins après, je vais laisser mes collègues peut-être commenter ça. Moi, c'est un exemple et il est basé sur le bon sens, le rapport d'étonnement, la transparence, la possibilité d'un retour en arrière si ça ne fonctionne pas. C'est vraiment les règles de départ. Olivier Grimbert? Oui, pour réagir par rapport à ce que vient de dire Virginie, j'espère que vous m'entendez. Je ne reviendrai pas longuement parce qu'elle est bien plus à même d'apporter son retour d'expérience là-dessus sur la première étape qui est essentielle, qui est la vision du projet politique. C'est complètement clé parce que sinon, on se trompe et on travaille sur les moyens et non pas sur les objectifs. Et donc, on n'a pas posé la bonne question et donc, par définition, on va mal y répondre. Et le mode de gestion, il vient après cette problématique-là, car il faut d'abord définir le cadre dans lequel on se situe. Alors, je voudrais insister sur au moins trois prérequis indispensables pour réussir ce genre de démarche. Le premier, c'est la gouvernance claire, avoir une autorité politique qui soit non seulement légitime, mais qui soit forte et qui ait bien défini les objectifs de la gestion avec une séparation des rôles, on en verra peut-être tout à l'heure, entre ce que j'appelle l'autorité organisatrice dans le transport, mais vous voyez bien ce que je veux dire, et l'opérateur, qu'il soit public ou privé. Donc, même s'il est public, il faut y avoir une bonne différence entre celui qui définit les objectifs et celui qui les gère. Et ça, c'est très important pour la suite, on le verra. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le cahier des charges, quel que soit encore le mode de gestion, il soit clair et soit exigeant. Et on verra dans un instant probablement comment le rendre plus exigeant. Et vous avez insisté, Virginie, sur la transparence, je crois que c'est complètement clair. C'est absolument essentiel de façon à ce qu'il y ait cette possibilité de s'adapter dans le temps et éventuellement de corriger ses erreurs. Alors, quelques grands principes qui doivent guider cela, au-delà des prérequis, j'en ai identifié deux, mais il y en a probablement beaucoup plus. Et encore une fois, quel que soit le mode de gestion, c'est favoriser l'innovation. Il faut que la problématique de la gestion, elle encourage à l'innovation. Sous une contrainte budgétaire, elle existe toujours dans chacune des collectivités, évidemment, mais il faut que ça soit suffisamment dynamique pour que les gens aient envie de se dépasser, d'aller au-delà, de proposer des variantes, de proposer des solutions innovantes et de corriger les erreurs passées, parce que par définition, on en fait tous. Et puis, le choix du mieux-disant plutôt que le moins-disant systématique. Je pense que la qualité du service, on a vu tout à l'heure que la performance, ce n'est pas simplement économique et financière, ça l'est aussi, forcément, mais ça n'est pas que. Donc, et je terminerai en disant quels sont les apports potentiels des entreprises dans ce cadre de partenariat. Encore une fois, je ne pose pas l'un à l'autre, mais j'essaie de voir quels sont les types d'apports spécifiques. Il y en a un, c'est autour de la qualité de service. On a beaucoup parlé d'un service public dans le passé, d'usager. Aujourd'hui, on parle d'usager client. Et je pense que c'est très important d'avoir cette démarche-là de qualité de service. La deuxième chose, c'est l'innovation. Je l'ai évoqué tout à l'heure. L'innovation, ce n'est pas que de la technologie, c'est aussi de l'innovation contractuelle, c'est de l'innovation dans le service, c'est de l'innovation dans l'inclusion sociale, c'est de l'innovation dans la façon de répondre aux questions que posent les collectivités. Le troisième aspect d'atout et d'apport, c'est autour de la formation. On verra tout à l'heure probablement que les sujets de ressources humaines sont essentiels. Donc, la montée en compétences des personnes qui gèrent ce service, encore une fois, qu'elles soient publiques ou privées, c'est essentiel pour mieux répondre à la logique que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire le meilleur rapport qualité-prix. Et puis enfin, toujours et encore, c'est l'ancrage local. Il n'y a pas de solution autre que celles qui sont formalisées par les autorités politiques locales et la façon d'y répondre, qu'elles soient encore une fois publiques ou privées, c'est essentiel d'avoir cet ancrage local pour mieux répondre aux besoins qui sont de plus en plus territoriaux. Voilà, je te propose de conclure et de faire le lien peut-être avec la dernière question en même temps. Je me disais, avec votre expérience, vous, de conseil, d'accompagnement des collectivités, vous avez une vue assez large de ce qui peut se passer à travers le pays. Est-ce que, aussi bien du point de vue des leviers que des freins, qui est la dernière question, il y a des différences entre collectivités, je ne vais pas dire selon le climat, mais le levier ici va être celui du désilotage, ailleurs ça va être moins important. Est-ce que vous observez quelques différences de ce type-là?
Certains, je pense que c'était un peu le propos des autres intervenants auparavant, c'est qu'il n'y a pas de… Je pense qu'il serait dangereux de penser qu'il y a une forme d'universalité dans la performance et qu'il y a une méthode un peu miracle qui peut s'appliquer partout. Ce qui est certain, c'est que c'est plus une question de méthode de travail que je dirais, de recettes magiques. Ce que je retiens juste sur le sujet du désilotage, je pense que tout le monde est convaincu que les marges de manœuvre intéressantes pour les collectivités pour améliorer la qualité des services rendus se trouvent dans cette capacité à décloisonner entre services publics qui ont quand même tendance à fonctionner de façon très indépendante les uns des autres. Donc là, je rejoins Virginie sur l'importance de repenser un peu les organisations, les modes de coopération au sein des collectivités locales pour arriver justement à jeter ces ponts entre différents services qui n'ont pas l'habitude de dialoguer, qui ont des cultures souvent très différentes, qui n'ont pas toujours la formation adaptée pour comprendre ou prendre en main certains enjeux. Donc notre rôle d'AMO aujourd'hui, il est d'arriver aussi à sentir l'histoire que raconte l'organisation de la collectivité et d'aider à faciliter ces coopérations entre services. Donc, c'est par des simples workshops ou ça peut être aussi ce qu'on appelle de la gamification. On va mettre les gens autour de la table et on va les faire un peu, on va les rendre acteurs d'un changement à travers différents jeux de mise en situation. Enfin, je vais prendre juste un service qui n'est pas un service très populaire, mais qui est celui des eaux pluviales urbaines, qui est un service qui est au carrefour de plein de sujets thématiques, que ce soit l'assainissement, la voirie, l'urbanisme, les espaces verts. Quand vous essayez de construire un projet de service ou en tout cas de définir des objectifs stratégiques sur un service comme celui-ci, je peux dire qu'une fois que vous avez mis toutes ces personnes-là, les représentants des différents services autour de la table, vous essayez de leur faire exprimer leur façon de voir le sujet, vous avez autant de points de vue que de personnes autour de la table et le dessin d'un futur un peu commun et d'objectifs un peu partagés nécessite beaucoup de matière grise pour arriver à ce que tout le monde se sente à la fois impliqué, responsable et acteur du changement. Sinon, la plupart du temps, si personne ne se sent responsable, le sujet souvent avance. Merci Nicolas. Vous le voyez à l'écran, on est passé à la dernière sous-question de ce thème 1, celle des freins financiers. Pour garder quelques minutes de discussion avec les participants, et notamment, je crois qu'il y a 2 questions qui ont été posées dans la question-réponse. Peut-être en une seule minute, Virginie, M. Grimbert, une réaction sur les freins, peut-être votre frein prioritaire de votre point de vue, et puis après on passe à l'échange. Je partage avec le camembert violet. Vous marquez frein RH, manque d'ingénierie, organisation. Moi, je dirais manque de culture. Tout simplement, on n'a pas forcément expliqué au service. Peut-être moins l'interco qui a toujours porté des projets avant d'être des organisations de gestion, c'est peut-être un peu plus facile, mais je pense que d'une manière générale, sur le service public, on n'est pas dans la culture du résultat, on est dans la culture encore des moyens. Et ça, c'est un frein majeur. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, vous organisez des formations pour dire il faut remettre des jeunes à l'emploi. Je ne suis pas sûre que les services acceptent d'arrêter la formation s'il y a beaucoup de jeunes qui y participent, mais que derrière, il n'y en a pas un qui trouve du boulot. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils trouvent du boulot. Donc, vous voyez, moi, je rencontre des freins comme ça en disant, voilà, nous, ce qu'on fait, c'est bien parce qu'on a des jeunes, on a pu les former, c'est très intéressant. Je dis, oui, mais dites-moi, lesquels ont trouvé des CDI, des CDD dans ce domaine, etc. Et là, voilà, on s'arrête un petit peu avant parce que la culture, c'était pas exactement ça. C'était un peu plutôt d'organiser la formation que de regarder si derrière, on trouve de l'emploi durable. Le deuxième frein, c'est quand on ne partage pas un diagnostic ensemble, précis, entre élus, avec l'organisation, avec les citoyens. Partir sur une base de départ, c'est quand même avoir un diagnostic, c'est derrière, on donne du sens, et derrière, on peut rendre des comptes. Ça me paraît essentiel. Et puis, le dernier frein que je verrais, c'est quand même l'organisation en silo. Le manque de transversalité qui existe encore dans les services, où on a l'impression que si un directeur de l'eau s'occupe de la voirie, eh bien, il interfère sur le domaine de son collègue. Et ça, je pense que c'est à nous, élus, de donner le ton dès le départ en mélangeant un peu les vice-présidences, en mélangeant les compétences dédiées aux vice-présidents, que ça change régulièrement, qu'ils rendent des comptes. Et puis, j'y reviendrai peut-être dans la deuxième partie avec des outils concrets, comment dialoguer avec nos techniciens, comment changer un peu, même physiquement,
l'organisation des bureaux pour permettre cette performance. Parce que les lieux d'échange, la façon dont on travaille dans un bureau ou dans une collectivité, je parle de physiquement, avec en plus la crise de la Covid qui nous a appris à travailler autrement, à la maison, en télétravail, je pense que ça pourra amener de la performance aussi, mais je pense que j'y reviendrai dans une deuxième sous-partie. Donc, culture, silo et manque de diagnostic partagé à la base. 3 gros freins. Pour compléter ce que vient de dire Virginie, je reviens un court instant sur la gouvernance. Je pense que c'est un élément important de clarification au moment de la définition des objectifs. Il ne faut pas qu'il y ait de mélange entre les moyens et les objectifs. C'est clairement des objectifs qui peuvent être fixés et notamment quand il y a une gestion publique, il ne faut pas que ça soit un mélange des genres à ce niveau-là. Le deuxième frein que j'ai identifié, mais il y en aurait sûrement beaucoup plus, c'est effectivement le problème des compétences. Alors les compétences à la fois pour certaines collectivités qui souffrent d'un manque d'ingénierie, et ça, quand il n'y en a pas en interne, il est essentiel d'avoir des bons AMO qui apportent cette vraie valeur ajoutée, qui permettent d'aider à la décision, qui permettent de piloter le projet, d'aider à piloter le projet plutôt, et qui permettent d'aider au suivi et au contrôle de la gestion publique. Ce deuxième point, il est important. Et le deuxième aspect des RH, c'est à la fois du côté ingénierie, je viens d'en parler, mais aussi en termes de montée en compétences, de formation des personnels publics, parce que de ce point de vue-là, comme il y a une complexification des projets de délégation et des projets de gestion publique, il faut donner des autres éléments de compétences aux acteurs publics et aux fonctionnaires et aux agents publics qui travaillent là-dessus. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a un travail important à faire demain. J'insiste, enfin, une dernière chose, il y a la nécessité pour éviter les freins, c'est qu'on ne soit pas dans une logique sans incitation. Il faut qu'il y ait une incitation à faire mieux. Alors, on parlera tout à l'heure probablement des outils pratiques, mais je pense que c'est important. Et de ce point de vue-là, quand on a une itération, on a un retour d'expérience sur quelque chose qui n'a pas marché, il faut que l'incitation aide à revenir au mieux possible. Voilà, ces 3 points-là, donc aspect gouvernance, aspect ingénierie et RH, donc à la fois pour la collectivité et pour les agents, et aspect contrat de progrès, incitation et itération. Merci à vous 3. Je crois que la complémentarité entre les 3 auteurs de ce livre blanc se ressent bien. Avant de passer à notre deuxième thème de discussion, on peut prendre quelques instants pour répondre aux questions. Il y en a 2 qui ont été posées dans le chat et s'il y en a 1 ou 2 qui émergent d'ici là, on les examinera. D'abord, elle est apparue assez tôt et puis Virginie, vous en avez dit un mot dans votre première réaction. Se pose la question de l'implication, de la sensibilisation du citoyen usager aux enjeux de la performance. Et c'est vrai que la performance n'est pas forcément répondre uniquement à l'intérêt du citoyen. Et c'est quelque chose qui est difficile de faire, d'expliquer cela. Je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous souhaitait donner une clé, une bonne idée, une bonne pratique pour réussir à toucher le citoyen et à lui expliquer. Nous, sur tout ce qui est transition, on n'a pas encore dit trop le mot, mais sur tout ce qui est transition, dans la mesure où ce sont des politiques publiques à long, voire très long terme, on a tout misé sur le dialogue citoyen sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à tout va tout le temps aux citoyens ce que vous pensez de telle ou telle politique publique. On a tout misé sur les transitions en essayant, en tâtonnant, pour trouver l'outil qui touche le plus de monde. Ça veut dire qu'on fait des cafés citoyens, ça veut dire qu'on a des plateformes collaboratives, qu'on a des systèmes d'enquête sur place faits par les agents de la collectivité. Ça, c'est intéressant aussi parce que l'agent a en direct ce que le citoyen pense du service public. Mais je peux vous donner un exemple. Il préfère qu'on mette en place un assainissement collectif dans une rue plutôt que de changer les canaux d'eau potable puisqu'ils ont déjà l'eau potable. Voyez. Et là, on se dit, mais non, réfléchissez. On a des problèmes d'anthrachinone parce que ces canalisations, elles ont 40 ans, elles ont des revêtements bitumineux avec le chlore. Un jour, vous serez dans un problème de turbidité. Attention, mais ça, le citoyen ne le voit pas. Donc, je pense qu'il faut agir en toute transparence et expliquer pourquoi on investit plutôt sur le changement de canaux d'eau potable tant que le service d'assainissement collectif fonctionne encore, plutôt que d'aller faire tout de suite l'assainissement collectif dans la rue. Voilà. Ça, il faut, je pense, expliquer simplement et trouver tous les lieux possibles, toutes les
je dirais, les occasions pour pouvoir dire notre politique publique, elle vise à une amélioration à très long terme. Je prends un autre exemple. On veut faire du bio dans une cantine, on n'a pas de maraîchage bio à côté. Donc finalement, on va aller mettre sur la route des camions pour pouvoir aller chercher des produits bio du territoire. Et bien ça, c'est un sujet qu'on doit aussi aborder. Est-ce que la performance, c'est de faire du bio ou de faire de la filière courte? Voilà. Eh bien, c'est un dialogue qu'on peut avoir avec les citoyens et de là peuvent émerger aussi. Nous, on a fait ça. Et ce qui a émergé, c'est que c'est une initiative citoyenne qui a organisé un maraîchage bio à côté en disant, mais ouais, c'est vrai, c'est con. Nous, on peut le faire aussi. Et on a travaillé ensemble sur un partenariat public-privé, pas au sens juridique avec des gros investissements, mais d'impliquer le citoyen dans la décision politique et de revenir vers lui ensuite. Et puis, voilà, je réponds finalement toujours à la question de M. Mailleux. Il faut y croire, il faut convaincre, il faut communiquer, il faut partager. Et on ne fait pas de politique publique sans le citoyen, surtout des politiques publiques à long terme, ce qui est la définition un peu de la performance. Ouais. Je ne sais pas si Olivier… Oui, moi je partage très largement ce que vous venez de dire. Il y a la complexité de gérer le court terme et le moyen terme. C'est ça le sujet. Parce que la vision que les gens peuvent avoir, c'est comment ça marche demain matin. Et fondamentalement, une partie de la pédagogie que nous devons faire, c'est comment avoir aussi cet éclairage de long terme, ce qu'on appelle l'externalité. C'est-à-dire comment prendre en compte le fait qu'il y a le développement durable, que le mode de transport, ce n'est pas simplement être là et à l'heure, mais c'est aussi maintenant des modes de transport avec avec énergie renouvelable. Vous avez parlé des cantines scolaires avec les problématiques de boucles courtes. On pourrait aussi parler de l'emploi et de l'insertion des personnes âgées éloignées de l'emploi. On voit bien que ces problématiques-là, elles sont complexes à concilier, notamment pour le meilleur coût. Donc moi, je pense qu'il y a un effort de pédagogie, et cet effort de pédagogie, on le retrouve d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure sur la proposition numéro 2, c'est comment on repense l'association des usagers. Et fondamentalement, il faut le faire dès la problématique de définition des objectifs. Et avec une logique que j'appellerais de co-construction du projet, avec les parties prenantes, avec toutes les parties prenantes, pas simplement la collectivité en tant qu'autorité, je dirais, organisatrice, et le gestionnaire, qui encore une fois, qu'il soit public ou privé. Et c'est ça la gouvernance que je qualifierais de moderne, c'est-à-dire des contrats de service public qui associent l'ensemble des parties prenantes avec des associations d'usagers qui sont parties prenantes du projet et qui servent aussi de relais pédagogique parce qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, elles vont aussi, si elles comprennent bien la problématique du projet multifacette, eh bien, elles vont elles-mêmes l'expliquer. Voilà, c'est comme ça que je vois la construction concrète d'un projet qui concilie le court terme et le moyen terme, ce qui est compliqué, Je voudrais, sauf à ce que Nicolas va y réagir, je voudrais orienter la deuxième question de Franck Pilar, plutôt de manière originale, mais plutôt vers Nicolas justement et Olivier Grimbert. Parce que pour Virginie Carollo, l'enjeu d'une gouvernance partagée entre communes et intercommunalités, je pense que c'est une évidence. Cette discussion entre communes et interco, ça fait partie du fonctionnement même de l'interco. Je voudrais plutôt donc interroger Nicolas et Olivier Grimbert sur la façon dont cette particularité de l'intercommunalité qui nécessite d'articuler les deux niveaux, comment ça peut être vécu comme un frein ou au contraire un atout dans l'atteinte de la performance. Je veux bien commencer peut-être. Je pense que ça doit être plutôt un accélérateur qu'un frein, mais dans les faits, nos expériences nous conduisent plutôt à dire que le dialogue n'est pas si évident que ça à construire. Je vais juste prendre un exemple lié à la réforme des collectivités territoriales et à la remontée des compétences au assainissement des déchets, à cet échelon-là. Bien souvent, le dialogue auquel on aboutit dans ces conditions, où le PCI monte à la compétence, c'est finalement de se dire demain, on va faire tous ensemble, mais moi, je ne veux pas payer demain pour ceux qui n'ont rien fait les années précédentes. Et donc, on se retrouve souvent dans des positions de tension où la projection dans le projet collectif est compliquée parce que le passé a un poids qu'on a du mal à purger. Et donc, ça peut représenter un point de blocage. Et c'est aussi souvent, finalement, si on arrive à s'approprier le point de départ pour une discussion un peu différente, on va dire, OK, vous n'avez pas tous le même point de départ, vous n'avez pas tous bossé de la même manière avant, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Quelque part, on ne va pas chercher à refaire le match. En revanche, il y a intérêt à se dire vers quelle cible collective on veut tendre, quel traitement éventuellement un peu différencié on peut faire en fonction des uns et des autres pendant une période transitoire. Donc, il faut savoir insister sur cet élément-là pour pas, quelque part, que le transfert d'une compétence aboutisse à une superposition
superposition de situations individuelles qui vont se poursuivre dans le longtemps, mais bien se dire à la fin, on arrive sur des objectifs communs. Et donc, cette méthode de travail et encore une fois, cette capacité à se projeter à une échelle différente de l'échelle communale, voilà, nécessite une forme de changement de mentalité et puis de bien mettre en évidence à la fois les limites et les bénéfices que ça peut apporter pour chacun. Juste pour compléter, même si mon expérience est par définition différente de celle de mes collègues, la première, c'est que c'est pour moi une source de progrès. Je pense que la plupart des services publics tels que nous les voyons, la dimension d'interco est une évidence et on peut simplement regretter que ça soit venu aussi tard. Donc c'est une source de progrès. Après, la problématique, c'est la gestion du temps entre l'historique, le passé et demain. Et fondamentalement, la plupart des collectivités ont chacune un historique sur un certain nombre de modes de gestion. Et donc, la problématique, c'est d'essayer de faire en sorte que ça soit suffisamment bien structuré pour que le projet ait sa cohérence politique et que, du coup, on puisse répondre à une bonne question par, j'espère, des bonnes réponses. Mais fondamentalement, c'est un préalable, ça. Et cette période-là, elle est compliquée, comme vient de le dire Nicolas, elle est compliquée parce que chacun a son expérience de qualité de service, de prix, et la convergence des qualités de service, mais surtout des prix, c'est toujours un sujet délicat. Voilà. Donc, je trouve qu'on est dans cette période-là, certains diraient qu'elle est riche, moi je dirais qu'elle est compliquée, évidemment. Mais fondamentalement, c'est un passage obligé vers quelque chose qui sera à la fois plus cohérent, plus performant et plus inclusif, parce que fondamentalement, il y aura une forme de solidarité qui se construit et elle est salutaire pour le bien commun. Voilà. Merci, je crois qu'on a répondu aux quelques questions. Surtout, n'hésitez pas dans la suite du thème 2 qu'on va aborder maintenant à lever la main si vous souhaitez prendre la parole quelques instants ou en tout cas à transmettre votre question dans le chat. On la traitera à la fin de cette deuxième discussion, donc on va ouvrir désormais. L'idée, c'est de lui donner une approche plus prospective, cette fois à la performance. Je vais donc, dans un instant, partager mon écran avec vous pour donner quelques indications, quelques orientations à ce débat. Voilà, on a posé les fondamentaux de la performance et je le disais en introduction, il y a quelques questions qui se posent aujourd'hui sur la façon dont la performance, en particulier la performance des services publics, peut évoluer. Comment faire en sorte que les services publics locaux deviennent des leviers pour les politiques publiques des territoires, comment maximiser surtout leur performance sociétale. Je crois que c'est la nouvelle notion qui peut se poser avec un peu plus d'acuité aujourd'hui. Comment penser la performance des services publics au-delà des silos, ça on a déjà un peu évoqué, et surtout au-delà des secteurs. Et puis, question plus d'actualité évidemment, quels ont été les atouts et les faiblesses des services publics dans ce début de crise sanitaire. Je pense qu'on peut parler encore de début. Et comment la performance se trouve bouleversée par ce nouveau contexte. Voilà quelques questions pour vous inviter, vous trois, à réagir, et puis les participants ensuite. À l'écran, quelques mots qui orienteront peut-être les réactions. Qui veut s'engager? Nicolas, Olivier, Virginie? Bien. Ou Virginie, je ne sais pas. Non, allez-y. Je voulais dire, peut-être pour réagir d'abord sur la période actuelle, la période récente, et j'ai d'abord envie de parler un mot de la crise et puis un mot d'aujourd'hui. La crise, pour moi, elle cristallise le moins bien, mais elle cristallise aussi le meilleur. Et je pense que dans cette période-là, dans la crise qu'on a connue depuis le mois de mars, la gestion de nos services publics à effectifs réduits, avec des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des problèmes de sécurité renforcés, les services publics ont répondu présent. Ils ont répondu présent, encore une fois, tout mode de gestion confondu, et la France a été un des pays, certains diraient le pays, qui a le mieux répondu
à cette urgence et avec le plus fort maintien de la continuité et de la qualité des services publics. Donc, je pense que le secteur public et le secteur privé, dans cette période-là, ont su travailler ensemble en parfaite complémentarité dans le sens de l'intérêt général. Et ça a été mesuré par nos concitoyens et je pense que ça a été un élément de cohésion renforcée de notre pays autour des projets de services publics. Donc, c'est là où on a pu voir à quel point le binôme public-privé a pu fonctionner, le binôme public aussi évidemment. Et pourquoi? Parce que on partage le même ADN dans cette période-là. L'ADN qui est la gestion du service public, la continuité, les grands principes de gestion du service public, la continuité, la qualité, la proximité, etc. Et je pense que de ce point de vue-là, dans le jour d'avec, on n'est pas tellement dans le jour d'après, parce que maintenant on vit un peu avec tout le temps, eh bien, c'est une force, je pense, d'avoir connu ça. Donc on a su mutualiser les moyens, on a su partager les bonnes pratiques, on a su avoir une forme de souplesse, d'adaptabilité, cette période-là ou de réactivité. Je pense que cette période-là, elle a été très forte en termes de qualité. On parlait de performance tout à l'heure. J'ai envie de parler d'efficience, de qualité, et les services publics, ils ont répondu présent. Voilà. On peut prendre la main. Oui, je suis assez d'accord. Nous, pour organiser la performance des services publics, du coup, il y a deux grandes thématiques. Notre grande thématique, la première, c'était l'économie circulaire. C'est clair, et je vais donner deux exemples. Et la deuxième thématique, je rejoins complètement Olivier, ça a été le retour d'expérience de la crise qu'on est en train de vivre, qui nous fait complètement repenser notre organisation, qui nous permet aussi de l'améliorer. Sur le sujet de l'économie circulaire, des transitions, je reviens sur l'histoire du maraîchage bio. Vous voyez, d'une question, est-ce qu'on met du bio dans les cantines ou est-ce qu'on va le chercher, est-ce qu'on met des légumes sur la route à l'autre bout, qui viennent de l'autre bout de la planète, mais peut-être des fois juste de la France, on a tiré toute une philosophie en matière de politique publique. Derrière, on a enchaîné un maraîchage bio monté par une association d'économie sociale et solidaire. Derrière ça, on s'est dit, mais on a des métiers en tension sur le territoire qui sont les métiers de restauration. On n'arrive pas à trouver des gens qui travaillent dans la restauration. On est en train de monter une légumerie comme peut-être une école de production où on apprend à certains jeunes de dire voilà ce que c'est les règles d'hygiène en matière d'alimentaire, vous pouvez couper les légumes et on vient utiliser le maraîchage bio qui est découpé, qui va livrer directement dans les collèges, les lycées et les cantines locales. Donc là, on a répondu à un problème de transition énergétique, de camions sur la route, on a répondu à un problème de formation professionnelle avec cette légumerie et on a aussi répondu à une question d'insertion avec le montage du maraîchage bio. Tout ça, c'est de la performance. Finalement, on a fait un tout d'une question de politique publique au départ, c'est quoi le bio dans les cantines? Au sein du PAT, on a décliné toute une chaîne de valeurs, toute une chaîne d'apprentissage qui nous permet d'être performants en matière de services publics. La même chose, je reviens sur mon usine d'incinération. Pourquoi on a réfléchi à créer un nouveau four? Parce qu'on a besoin d'électricité pour monter une usine d'hydrogène. Et là, on se retrouve à mettre des techniciens, des élus et des citoyens autour d'une table. Nous avons une filière énergie à développer sur le territoire. On accueille l'hydrogène. Comme on accueille l'hydrogène, il nous faut beaucoup d'électricité pour électrolyse. Comme on crée l'électricité, on a l'usine d'incinération qui elle-même va devoir brûler des déchets différents dans 10 ans. Et là, on crée toute une chaîne de valeur. On met des acteurs complètement différents autour de la table pour créer cette performance de service public. Et sur la crise, je citerai les aides à domicile. On avait des aides à domicile sur les territoires. Elles ont été au front, courageusement, et on s'est aperçu qu'on faisait venir pour un quart d'heure des dames de 25 km, souvent des dames. Je ne veux pas féminiser trop la profession, mais on manque d'hommes dans la profession d'aide à domicile, alors qu'il y a une notion physique d'accompagnement. Et puis, on a revu toute cette toile des structures d'aide pour dire, mais attendez, nous, celle-là, elle est municipale, celle-là, elle est associative, celle-là, elle est qu'à 5 km, il faut qu'elle passe, qu'on change de client pour avoir une vraie organisation. On a fait de la performance. La crise nous a aidés à le faire. Puis le dernier volet aussi pour lequel la crise nous a aidés, c'est pour la motivation de nos agents dans les collectivités territoriales. Le télétravail qui faisait peur, manque de liens,
Moi, j'aime bien être à mon bureau, je veux recevoir du public. On a complètement transformé les choses à travers les visios. Regardez, le webinaire aujourd'hui nous permet d'être, à un moment donné, là, on est 49 autour. Je ne suis pas sûre qu'on aurait été 49 sur un colloque ou pour venir à Paris ou autre. On a changé les méthodes, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de méthodes de diffusion de l'information, de la connaissance et du partage. Le télétravail a aussi est une source de satisfaction pour un ensemble de salariés. Et moi, je vais le dire, j'ai beaucoup de directeurs qui me disent sur les journées de télétravail, je n'ai pas la même performance. Ils se posent, il y a plus de réflexion de fond et on se retrouve avec des techniciens qui, par moment, disaient ben non, j'ai toujours fait comme ça, je ne veux pas changer, ça veut dire que vous remettez en cause et que je travaillais mal jusqu'ici. Ce temps à la maison, ce temps de télétravail leur permet aussi de prendre plus de hauteur, est un vrai facteur de performance. Donc moi, voilà, je verrai un petit peu sur les enjeux de demain, c'est s'adapter sur cette crise, comme le disait Olivier Grunberg, pour pouvoir trouver les nouveaux outils de demain, faire en sorte qu'on ait une réflexion beaucoup plus globale. Et puis, je reviendrai toujours sur la même chose, il faut comprendre pour convaincre, et il faut être transparent, donner des résultats et laisser libre cours. Ça, je me bats avec les services de l'État quasiment tous les jours. Enfin, je me bats parce qu'il y a une vraie compréhension qui s'installe. Laisser la place à l'expérimentation. On a été obligé d'expérimenter plein de choses dans le cadre de cette crise. On doit continuer sur cette thématique. C'est un facteur de performance, c'est un facteur de motivation et de management, et c'est un facteur de résultats et de meilleure compréhension des enjeux. Parce que les performances publiques, c'est avant tout une compréhension des enjeux. Et puis pour ça, vous utilisez tous les outils, plateformes collaboratives, enquêtes, réunions dématérialisées. Je pense qu'on a tout un panel d'outils qui sont offerts à nous pour pouvoir être opérationnels sur ces outils de performance. Voilà, voilà, j'ai donné 3-4 exemples. Voilà, c'est tout ce que… Allez-y. C'est très complet. Nicolas, la performance demain, ça peut être la même que celle d'il y a 10 ans? Oui, bien sûr. Non, bien sûr. J'espère qu'on ne va pas en arriver à cette conclusion-là, sinon ce serait un peu triste. Non, mais plus sérieusement, pour aller un peu dans la continuité du propos, nous, on a pas mal réfléchi du côté du cabinet Espelia ce qu'on appelle les nouveaux modèles économiques urbains, qui sont un peu, en fait, ces changements de posture que peuvent adopter les collectivités pour ne plus se positionner juste en ordonnateur, autorité organisatrice d'un service qui va à travers des régies de la commande publique ordonnée et orientée. Mais la question est bien de comment faire ensemble un peu différemment. Donc, on passe d'un ce que nous, on a appelé un jardin à la française, voilà, très orienté commande publique, un jardin à l'anglaise, où on va regarder comment démultiplier les modes d'intervention d'une collectivité qui, tour à tour, peut être commanditaire ou facilitatrice via de la mise à disposition de fonciers, via de la labellisation ou d'autres démarches de ce type-là, mais ne va pas être en position de faire par elle-même systématiquement. Donc, quelque part, ça induit un écosystème d'acteurs bien plus complexe que ce qu'on a l'habitude dans cette relation bipartite, et donc ça nécessite des nouvelles gouvernances, des nouveaux modes économiques aussi de coopération qui peuvent faire que la collectivité met à disposition certaines ressources. J'ai parlé du foncier, je peux parler des infrastructures publiques, de la donnée, des modes de réglementation au niveau local qu'on peut imaginer pour favoriser tel ou tel sens dans l'action publique. Voilà, donc ça, ce ne sont que quelques exemples pour illustrer le propos. On a eu une mission qui était passionnante qu'on a déroulée il n'y a pas très longtemps pour le compte du PETR du Briançonnais, donc territoire hyper enclavé, confronté à des enjeux d'isolement en fait, géographique, et qui voulait réfléchir à un système de boucle alimentaire locale en circuit très court. Donc la collectivité, comment elle s'est placée, non pas en exécutant, mais elle a rassemblé un peu tous les acteurs autour de la table, et à partir d'un point très simple qui était la mise à disposition d'une parcelle de foncier, elle a réfléchi à l'installation d'une régie agricole qui a eu vocation à distribuer localement donc cette régie agricole avec des emplois en réinsertion, qui distribue localement des produits de maraîchage pour les cantines scolaires, collèges, lycées de la ville de Briançon, donc sur des distances assez courtes. Assez courte. Alors pour la petite anecdote d'ailleurs, le projet est que cette distribution se fasse de façon hypomobile, histoire d'avoir une empreinte carbone la moins importante possible, et qu'à travers le circuit de distribution, on ne s'arrête pas là, on pense boucle. Donc on en revient au sujet économie circulaire qu'évoquait Virginie tout à l'heure.
et qu'on profite du circuit pour récupérer tous les déchets verts, déchets organiques de la restauration, cette fois professionnelle de la ville, les ramener à la parcelle, avoir ce système d'amendement organique qui permet que le retour à la parcelle permette à nouveau la production maraîchère et la boucle est bouclée. Alors ça paraît très simple, hyper sexy sur le papier, très compliqué en termes de gouvernance parce que vous mettez autour de la table des agriculteurs, des personnes du monde de l'ESS, les collectivités responsables de la restauration scolaire, les professionnels de la restauration et donc il faut imaginer quelque chose que les maillons s'enchaînent bien les uns avec les autres de façon à ce que tout le monde s'y retrouve et que ce ne soit pas que un coup d'un jour, mais qu'il y ait une vraie stabilité, une vraie dynamique qui s'entretienne dans le temps. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une gouvernance un peu évolutive et pas trop rigide pour permettre l'entrée de nouvelles personnes et faire vivre le projet dans le temps. Merci Nicolas. Avant de conclure sur ce thème 2, je ne sais pas s'il y a quelques questions qui veulent être posées depuis la salle virtuelle. Il y avait une question qui a été posée sur le chat et je propose d'y répondre en venant aux 10 propositions qui ont été formulées dans ce livre blanc. N'hésitez pas, hein, si vous voulez encore réagir au thème 2, on peut y revenir, mais on va passer donc déjà à cette partie un peu conclusive de la discussion qui est de réagir aux 10 propositions qu'on a souhaité formuler dans ce livre blanc. Je vais vous les exposer à l'écran. Je vais même vous inviter dans quelques instants, si vous voulez bien, à voter. Une fois que vous en aurez pris connaissance, votez pour les 3 propositions qui vous semblent les plus prioritaires à travailler, à mettre en œuvre. Et puis, pendant ce vote, nos 3 intervenants pourront réagir, eux, à ce qui leur semble prioritaire. Voilà, je vais vous présenter les 10 propositions sans pour autant les lire complètement. Vous allez les voir apparaître maintenant. Voilà. Je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que Virginie? Ma préférée? Il peut y en avoir plusieurs. Tout de suite, repenser l'association des usagers. Les collectivités sont très performantes en la matière. Et je pense à un exemple tout bête. Je pense à la crainte de certaines mises en place de politiques publiques innovantes. Certaines grandes villes voulaient ouvrir les parcs, les écoles, les cours d'école pendant le confinement et après confinement pour pouvoir ouvrir des espaces verts supplémentaires, des espaces de jeux supplémentaires. Certaines collectivités sont revenues en arrière parce que de la crainte, avec plein de facteurs, nettoyage, ouverture, école, etc. D'autres l'ont fait. Et l'ont fait en associant les usagers dès le départ, en les responsabilisant, en montant des associations. C'est vous qui serez un peu les gardiens du temple. Et je pense que ça a bien fonctionné. Je prends la ville de Rouen. Je salue le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, qui a ouvert ses cours d'école pendant le confinement pour recréer des espaces de jeu. Souvent, les logements sont à côté des écoles. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout de la ville pour s'entasser dans un parc. Et il a pu réétaler tout ça. Et ça, c'est une vraie une implication des usagers. Ça me paraissait intéressant de bousculer un peu les idées reçues. C'est pas possible. Ça relève du privé. Ça pourrait être sali, ça pourrait être tagué. Ben, pas du tout. Quand vous impliquez les usagers, eh bien, le service public est respecté. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Et je redonnais un autre exemple là-dessus, et mes collègues réagiront sur les autres propositions. Moi, c'est la plus importante. C'est comment on travaille ensemble, et les usagers sont partie prenante, puisqu'ils sont aussi clients, comme le disait Olivier. J'invite tout le monde à regarder le film de Fred Vargas, sur les transitions, sur les enjeux de demain, quand elle dit « nous y voilà, nous y sommes ». Et la planète nous parle en disant qu'on s'est bien marré pendant des années en faisant des trucs stupides ou des trucs à court terme. Eh ben, ce film-là a complètement marqué nos citoyens, et derrière, on a eu tout un mouvement d'idées citoyennes, de propositions de partage, et une meilleure compréhension des enjeux autour des transitions et de la planète. Donc, à partir de là, il faut trouver des choses simples, percutantes, et derrière, quand vous avez présenté ça, c'est rendre des comptes. Pour moi, c'est l'essentiel de la performance. Alors, je ne sais pas si vous l'avez là encore. Alors, faire le choix des conseils, je laisserai… Ah non, c'est peut-être à moi de le dire, parce que comme les autres, mes collègues ce matin sont aussi jugés partis. Oui, je crois que de temps en temps, même souvent, avoir un avis extérieur pour changer une image qu'on a du territoire est essentiel. Est essentiel de faire intervenir des conseils qualifiés et indépendants
pour avoir une critique des choses. Et moi, je l'ai fait sur mon PCET. On avait un super plan climat-énergie territorial et on a fait intervenir des extérieurs dans le cadre du CODEF, cabinet et autres. Et on s'est aperçu qu'on avait utilisé que des idées avec des leviers qu'on n'avait pas. On demandait aux autres de faire pour nous. D'en faire, c'est les autres, disait Sartre. Ben nous, dans notre PCET, on s'est dit on va améliorer la qualité de vie en utilisant les leviers que les autres pourraient mettre en place, les entreprises, les assos, l'éducation nationale, au lieu de s'occuper de ce que nous, collectivités, on était capable de faire avec nos usagers. Avoir un regard un peu critique et faire le choix de conseils qualifiés indépendants me paraît être essentiel. Je retiendrai ça de votre liste, d'autres pourront commenter, mais repenser l'association des usagers et puis admettre qu'on a eu tort, le faire dire par les autres, faire un mea culpa pour pouvoir avancer dans une démarche de performance. Ça me paraît essentiel. Moi, je vais essayer de réagir. J'avais envie de prendre le même que Virginie, donc repenser l'association des usagers, mais comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je vais en prendre un autre, celui qui aussi englobe beaucoup de choses, qui est contractualiser ou conventionner les objectifs, parce que ça regroupe la problématique que j'évoquais de départ, c'est la performance globale, 360 degrés. C'est ça, c'est à cet endroit-là que se cristallise la qualité de service, l'économie, le sociétal, donc l'ensemble de la problématique. La deuxième chose, c'est qu'autour de cette contractualisation et de ce conventionnement, on a des moyens alignés sur les objectifs. Et donc, ça, c'est super important. Donc, des objectifs clarifiés, on l'a vu tout à l'heure, mais des moyens qui sont adaptés. Et puis, des mécanismes incitatifs et une bonne partie des propositions derrière en décline. C'est-à-dire que indicateurs clés, regard extérieur, rétex, correction d'erreurs, ça va ça avec. Donc, cette proposition 3, contractualiser ou conventionner les objectifs, elle est un peu un nœud gordien une fois qu'on a repensé l'association des usagers et défini un bon objectif, un bon faisceau d'objectifs plutôt. Voilà. S'il a fallu choisir une, je choisirais celle-là, mais comme on a pas mal travaillé sur les autres aussi, c'est tentant, mais ça m'évite aussi de basculer dans des choses purement pro domo. Et donc, ça, je trouve ça intéressant comme nœud gordien du choix public. Ceci dit, repenser l'association des usagers, c'est une proposition qui semble tenir la corde dans le sondage en cours. Ah oui, normal. Heureusement. Nicolas ? C'est à moi. Moi, je vais prendre la réponse 10. Non, mais penser la performance sociétale paraît intéressant. C'est qu'aujourd'hui, je crois qu'au début tout à l'heure, j'évoquais la grille de lecture qu'on utilise pour parler de performance. Je pense que cette notion sociétale, elle est indispensable aujourd'hui pour se dire qu'on doit systématiquement réfléchir à la contribution des services publics et d'action publique locale de manière plus large dans la lutte contre le chômage, la contribution à l'économie circulaire, les effets en termes d'inclusion sociale, les leviers qu'on va être capable d'actionner en termes de transition écologique, énergétique, les questions de santé publique. Donc, même si ces sujets-là ne sont pas le cœur de la thématique que vous allez adresser, il y a un enjeu à ce que vous ayez cette grille de lecture en tête et à ce que vous réfléchissiez aux effets de bord que vous pouvez générer, parce que c'est souvent une somme d'effets de bord dans ces gestions du quotidien et qui vont permettre d'avoir une vraie cohérence globale et de se dire on a toujours ces objectifs en tête en permanence et ça fait partie des incontournables dans la grille de choix du niveau de service notamment. Merci. D'autres réactions ? On clôture le sondage pour ceux qui ont un dernier regret. Allez. C'est donc la proposition numéro 2, repenser l'association des usagers dans la co-construction et l'évaluation du service qui est plébiscitée dans vos réponses. Et puis, effectivement, penser la performance sociétale qui est également qui arrive sur la troisième marche, la deuxième étant utiliser les outils permettant d'aller vers une connaissance des coûts complets. Voilà les 3 propositions prioritaires selon vous, pour ce matin en tout cas. On approche de la fin du webinaire. Je crois qu'on a répondu à une question qui était en cours et Nicolas a complété par une réponse écrite pour s'interroger sur l'opportunité de recourir à du conseil, un accompagnement dans l'engagement d'une démarche de performance. Donc, je crois que les propositions qui sont exposées là apportent une réponse à cette question. Et donc, on souhaitait clôturer ce webinaire avec une présentation rapide du site internet qui est mis en ligne donc, en même temps que le livre blanc.
Je vais essayer de vous l'exposer à l'écran. Vous me donnez juste quelques instants. Voilà. Voilà ce sur quoi vous pouvez aller surfer dès à présent. Je vais donner, je crois, la parole aussi à Lydie Perilla, la directrice générale de l'UNSPIC, si elle est toujours avec nous, pour réagir et vous présenter brièvement ce site. Est-ce que vous l'entendez? Lydie, Oui, vous m'entendez ou pas du tout? Oula, de très loin. on t'entend de très loin. Oui, bonjour tout le monde. Alors, est-ce que je vois le site à l'écran? Oui. C'est toi qui as la main sur le site Absolument. Ok. Voilà, donc on a voulu faire construire en complément du livre blanc un site internet qui est un outil un peu plus flexible et puis qui pourra vivre dans le temps pour notamment partager avec vous des expériences, des retours d'expérience intéressants. Et comme chaque jour, on a des nouvelles expériences, le site pourra évoluer au fur et à mesure. Je vous présente les grandes rubriques du site. Tout d'abord, une rubrique un peu généraliste, donc le premier item, performance des services publics locaux, qui se décompose en 5 grandes parties, où là, on retrouve les grands chapitres du livre blanc, donc performance, les principes, les outils, donc les sujets abordés ce matin avec un peu plus de détails, quelques illustrations. Et puis, un cinquième item, si tu vas un peu plus loin, Bertrand, avec les 10 propositions, quand il faut aller un peu plus loin avec qui sont détaillées, voilà, qui sont ici un peu plus détaillées que ce qu'on a affiché ce matin à l'écran. Le livre blanc à télécharger. Et puis, ce qui, je pense, est le plus intéressant, c'est de pouvoir partager des bonnes pratiques entre collectivités, pouvoir s'inspirer de ce qui a été fait dans d'autres collectivités. Donc, si tu remontes, on peut aller dans la rubrique focus par secteur d'activité. Pour l'instant, on a alimenté essentiellement les rubriques eau et déchets. D'autres retours d'expérience vont à venir plus tard. Si on rentre par exemple dans la rubrique eau, Bertrand, on trouve ici, donc chaque rubrique sectorielle se décompose de la façon suivante. On trouve d'abord une première réflexion sur les enjeux de la performance du secteur, les grands outils avec des référentiels nationaux par secteur ou des publications qui donnent des outils intéressants. Les documents, on a mis une bibliographie avec des liens vers des publications qui ont été faites par un certain nombre d'institutions dans des institutions sectorielles. Et puis surtout, la partie retour d'expérience, on va peut-être rentrer dans celle-ci. Voilà, retour d'expérience où on a commencé à compiler quelques retours de collectivités qui ont des expériences intéressantes et qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. Alors, on peut rentrer, je ne sais pas, on peut choisir comme tu veux, Laval Aglo, par exemple, pour voir. Donc, on a une fiche qui a été remplie par la collectivité avec le résumé des principaux enjeux, quels étaient les enjeux de la performance dans la collectivité, quelles ont été les solutions déployées, les défis, etc. Quels sont aujourd'hui les résultats attendus ou à venir, les facteurs de réussite selon eux. Et puis, quelques documents que la collectivité a bien voulu partager avec nous. Donc là, par exemple, dans les documents, on a la convention d'objectifs entre, si je ne me trompe pas, l'agglomération et sa régie, le plan stratégique, les objectifs qualité. Voilà, donc les documents sont différents en fonction de ce qu'a bien voulu partager avec nous la collectivité sur son projet. L'idée, c'est qu'après, chacun puisse prendre contact avec la collectivité qui l'intéresse et s'inspirer. Voilà, des bonnes pratiques. Voilà, après, on a d'autres rubriques. Donc, on a pareil, pour l'instant, on a quelques expériences aussi dans le secteur des déchets. Et puis, des témoignages. Voilà. Donc, voilà, déchets, tu peux aller. Et puis, sur le côté, on a des témoignages. On a recueilli également des témoignages intéressants parce que ça donne un peu une vision un peu plus concrète et vivante du sujet. Sur le côté, là, tu peux rentrer, par exemple, dans la rubrique témoignages.
Voilà, donc là, on a recueilli un certain nombre de témoignages. Et ce site a vocation à être enrichi au fur et à mesure euh, sur d'autres secteurs, avec d'autres expériences. Voilà, ça en fait un outil qui va vivre quelques temps, un peu plus longtemps que le guide sans doute, et qui sera plus interactif. Voilà. Merci. Merci Lydie. Donc le site est en ligne à partir d'aujourd'hui. www.performance-local.com. On le remettra. Voilà, il sera accessible également depuis le site de la DCF pour ceux qui en ont l'habitude. Il Et est le 11 livre heures. blanc à télécharger aussi. On n'a pas téléchargé, mais c'est disponible dès aujourd'hui. Merci. Il est 11 heures. Je crois que on a atteint notre objectif, en tout cas en termes de temps. Je ne sais pas si on a atteint notre objectif de vous informer sur la performance des services publics locaux tels qu'on l'a travaillé depuis un an. Je crois en tout cas qu'on a épuisé les questions. Je vous propose d'en rester là. Vous retrouverez le livre blanc, on l'a dit, sur le site dédié, sur le site de la DCF. On essaiera de vous proposer le replay de ce webinaire de ce matin. Et puis, voilà, on reste chacun dans nos secteurs à votre disposition pour essayer de répondre à des questions complémentaires qui viendraient notamment à la lecture du livre blanc. Merci aux 3-4 intervenants. Merci à Virginie Carolo, Olivier Grimbert, Nicolas Craquant. Merci à Lydie pour la présentation du site. Et merci à tous les participants de nous avoir rejoints ce matin. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt.